Donc quand on parle d'intelligence artificielle dans le domaine des médias, souvent on met en bascule l'atteinte à la propriété intellectuelle, les fouilles non autorisées dans les contenus des médias. Et de l'autre côté, on se demande que si peut-être ça ne peut pas faire gagner de l'efficacité en termes de production de ces médias, donc sur des tâches qui ne sont pas au cœur de l'information même. Et puis s'il n'y a pas là aussi de l'efficacité supplémentaire, de la performance supplémentaire à trouver du point de vue de la publicité. Peut-être on va commencer par un cas pratique, c'est ce que j'ai dit, celui des bras. Sébastien Jor, donc vous êtes le rédacteur en chef, j'espère que je ne vais pas me tromper comme sur le prénom de Jean-Nicolas, mais sur le rédacteur en chef des quotidiens de l'Est du groupe EBRA. Vous avez introduit l'IA et en tout cas annoncé des expérimentations, etc. Ça devait être fin 2023, sauf erreur de ma part. Ça a provoqué un peu d'émoi dans vos rédactions à ce moment-là. Aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce que vous en tirez comme premier bilan? Vous l'avez dit, Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'objectif, c'était aussi de voir l'efficacité et de ne pas être en retard. Tout à l'heure, il était dit qu'il fallait changer et pas réparer à l'instant. Et l'idée, en fait, était la suivante. C'est qu'on a vu en 2022, novembre 2022, arriver l'IA générative. En quelques semaines, 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Et on s'est dit... il faut que ça peut pas ne pas être utilisé, on va pas rater le train. On a choisi de l'utiliser pour mettre en place dans les rédactions, en tout cas des réflexions, des expérimentations. Il y a un an, on a décidé de travailler sur une copie dans la presse régionale. On en parlait, l'impact de la presse régionale est très fort, et notamment grâce à un maillage au sein de toutes les communes. Et grâce à un réseau qui s'appelle le réseau des correspondants locaux de presse, c'est assez nébuleux pour beaucoup de métiers, c'est unique dans le monde, ça n'existe pas ailleurs, à savoir qu'on a un réseau de personnes indépendantes, qui ne sont pas salariées de nos journaux, qui nous fournissent des informations, qui nous délivrent des textes plus ou moins de bonne qualité, plus ou moins rédigés, et qui nous permettent de rayonner et de faire résonance à ce qui se passe dans les communes les plus rurales, jusqu'à des communes de 10 habitants. Néanmoins, ce ne sont pas des professionnels de l'information, ce sont des gens qui nous fournissent de l'information, et on s'est dit il faut qu'on les aide, en tout cas qu'on aide nos équipes qui passent beaucoup de temps à retravailler cette copie-là. Et donc on est sur une assistance à nos équipes éditoriales, et on fait passer dans un outil à base d'outils d'intelligence artificielle cette copie. Aujourd'hui, on a déjà fait plus de 10 000 contenus, puisque effectivement, l'année dernière, on l'a lancé en novembre 2022. On a eu droit à un buzz médiatique, même c'était fin octobre, enfin en octobre, avec un buzz médiatique, même France Inter qui a ouvert son 13h sur le sujet 4 jours après le pogrom de Gaza, d'Israël. C'était quand même assez hallucinant. Mais bon, néanmoins, on l'a fait. On a tenu bon. On a discuté avec les partenaires sociaux. On a fait un premier bilan. On a fait un deuxième bilan. On a relancé l'expérimentation depuis juin sur les titres de Vosges Matin et du Républicain Lorrain au sein des bras, en concertation avec notre système d'information qui est très lié à la sécurité, puisque c'est le Crédit Mutuel, notre actionnaire. On a une vraie volonté d'utiliser cet outil en maîtrise journalistique. On lit les textes avant, après, avant publication. On vérifie que l'outil d'IA, et on l'a optimisé, et aujourd'hui ça fonctionne bien, et les équipes sont ravies. Donc, pour l'exprimer, ça permet que les contributions de collaborateurs qui ne sont pas des journalistes et qui n'écrivent pas donc forcément comme des journalistes soient mises en forme, et avec encore une fois une relecture avant et après. Donc, la collecte de l'info est faite, sa mise en forme est confiée à un outil. Il se trouve qu'avec Sébastien, on a collaboré, on s'est beaucoup croisé pendant presque une année dans les groupes de travail des États généraux de l'information. Et moi, j'avais été frappé par un exemple que vous aviez pris d'un jour où vous aviez regardé ce qu'avait été l'actualité du jour de Mémoire à Épinal, ou en tout cas dans une autre, ou Vesoul, ou Toul, enfin en tout cas pas une grande métropole, et où à 18h, vous aviez retrouvé, en interrogeant ChatGPT ou Gemini, à peu près l'intégralité de ce que vous aviez publié sur le site pendant la journée.
Oui, tout à fait. En fait, ça, c'était avant que la presse et les éditeurs, et Jean-Nicolas pourra en témoigner aussi, mettent des opt-out sur les sites pour éviter que on vienne se faire piller nos contenus. Et à 18h, j'avais fait un test de demander un résumé d'actualité de ce qui se passait sur cette ville de mon territoire. Et il s'avère que les 10 sujets proposés étaient 10 sujets issus et rédigés à 80% par nos équipes éditoriales, avec des biais, parce qu'il y avait notamment, on annonçait un match de foot qui se déroulait le soir, mais on avait déjà lancé ce qu'on appelle un direct pour préparer, et donc le score était à 0-0, et donc il m'annonçait que le match était terminé, et c'était un match nul, 0-0, alors que le match n'avait pas encore eu lieu. Donc on voit bien qu'il y a aussi ce contrôle à avoir permanent, mais effectivement, le danger pour nous, de toute façon, n'est pas tant d'utiliser l'IA, c'est la manière dont d'autres pourraient l'utiliser, et surtout, il y a des garde-fous à mettre en œuvre pour vérifier que l'information est saine et variée. Le journaliste ne sera pas remplacé, à notre sens, et notamment en local, on l'a dit, dans son importance, ne sera pas remplacé par l'IA. En revanche, les journalistes seront remplacés par des journalistes qui utilisent l'IA. Jean-Nicolas, sur les opt-out, sur la manière de contrôler, dans un premier temps, les contenus qui sont inspirés et remontés par les moteurs d'IA, est-ce qu'effectivement ils sont respectés? À un moment, il me semble qu'il y avait discussion sur est-ce que les balises que vous posiez sur vos sites étaient respectées ou pas. Et ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé ou créé, enfin, pu aboutir à des conditions, je dirais, d'échange, de négociation, de travail normal, entre guillemets, avec les principaux acteurs du secteur? Bonjour à toutes et à tous. Bon, la réponse est non, bien sûr. C'est-à-dire que, est-ce que c'est respecté? D'abord, on est constamment dans le gendarme et le voleur, hein, dans cette histoire-là, parce qu'on a une série de bots qui passent en permanence sur nos sites, qui viennent crawler nos contenus. L'opt-out est une façon de dire on n'est pas d'accord, mais derrière, ça les empêche pas de passer, ça les empêche pas de crawler, ça les empêche pas de faire. Quand vous identifiez un bot, il disparaît, il y en a un autre qui apparaît aussi vite. Enfin, tout ça se passe à la vitesse de nanosecondes, donc c'est très compliqué. Donc non, la réponse est non. Aujourd'hui, effectivement, on estime que tous ces contenus et le fait que l'intelligence artificielle et ces outils d'intelligence artificielle utilisent nos contenus pour générer un business derrière ouvrent droit à rémunération, tout comme c'était la base de la directive des droits voisins, et on en est là. Est-ce qu'on a des accords avec ces majors? Aujourd'hui, non. Certains titres en ont. Hein. On a vu notamment Le Monde qui a fait un accord direct avec OpenAI. C'est pas le cas de la majorité de la presse, et c'est un nouveau combat qui s'organise pour nous après celui des droits voisins. Donc pour résumer, aujourd'hui, non seulement vous n'avez pas de garantie de la part des acteurs de l'IA que si vous dites stop, enfin il n'y a pas d'accord, donc il n'y a pas de contenu, ça soit respecté, et a fortiori, donc vous n'avez pas de terme de négociation, et même pas, si je comprends bien, de négociation en cours au titre de cette rémunération des droits voisins. Exactement, c'est un excellent résumé. C'est un sujet que vous travaillez, j'imagine, au niveau de l'Alliance, peut-être avec DVP? C'est un sujet qu'on travaille avec la SACEM, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, pour les droits voisins, donc je rappelle, hein, il y a une directive qui est passée, 2 ans et demi de négociations pour finalement obtenir l'application de la loi. En fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative ouvre un autre champ. Sur cette thématique des droits voisins, via l'Alliance, on a décidé de travailler avec la SACEM. Donc maintenant, c'est la SACEM qui gère la récupération de nos droits, et nous avons décidé d'également donner mandat à la SACEM sur la thématique de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est la SACEM qui va s'occuper de ça. Donc en tout cas, il y a un cadre, il y a un mandat. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Donc ça, c'était le côté sombre, entre guillemets, de l'IA. Sur le côté plutôt qu'évoquait Sébastien auparavant, ce que ça permet de faire, la façon dont ça peut être intégré au travail de vos rédactions, les rendre plus efficaces, bref, d'améliorer leur travail. Qu'est-ce que vous en êtes au groupe La Dépêche ? C'est une opportunité formidable. Je crois qu'il y a des initiatives dans l'ensemble de nos rédactions. L'intelligence artificielle, dans tous vos métiers, comme dans le nôtre, en fait, permet de mieux travailler. La question pour nous et la façon dont on l'aborde, avec ma casquette de présidente de la commission du développement, je travaille avec toutes les directions numériques de l'ensemble des titres de presse quotidienne, nationale et régionale, et on voit bien qu'il y a des initiatives dans l'ensemble des médias, avec une seule question, c'est dire en quoi ça va nous permettre de mieux travailler. Donc ça peut être de l'amélioration d'écriture, comme vient de le décrire Sébastien, ça peut être aussi
d'aller nous permettre de mieux travailler. Je donne des exemples très concrets. On parlait tout à l'heure du rapport du GIEC. Vous imaginez ce que c'est pour un journaliste de lire l'intégralité du rapport du GIEC et d'en produire un résumé anglais qui correspond à ses lecteurs? Là, tout d'un coup, l'intelligence artificielle en fait, permet d'accélérer ce temps-là. On fait là une table ronde. Si vous enregistrez toute cette table ronde, vous demandez à ChatGPT de vous en faire un résumé, vous le publiez, à peine on est sorti de cette table ronde. On est rue Saint-Dominique, si on programme la machine pour dire quelle est la transaction immobilière la plus prolifique de la rue Saint-Dominique sur les 10 dernières années, la machine va aller chercher sur les logiciels, les systèmes de notaires, va trouver la transaction la plus prolifique, va aller sur Google Maps, va vous trouver la photo du lieu, et tout ça en moins de 10 secondes. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que, encore une fois, ce qui est magnifique dans cette évolution, qu'on peut dire est une révolution, c'est qu'en fait, c'est un système qui fonctionne de façon conversationnelle. Et conversationnel, ça veut dire qu'il faut poser la bonne question. Ça tombe bien parce que poser des questions, c'est notre métier. Et ensuite, la machine va répondre selon la façon dont vous l'avez entraînée, selon l'angle de la question que vous allez poser, mais elle permet d'aller adresser des problématiques beaucoup plus structurelles qui peuvent demander un effort et beaucoup de temps aux rédactions dans un contexte d'économie. Et donc voilà, donc ça, c'est une formidable évolution, c'est un formidable potentiel. On en est aujourd'hui au stade des early adopters chez nous, mais derrière, les perspectives sont colossales. Dans les acteurs qui portent ces solutions, il y en a que vous avez identifiés, peut-être d'ailleurs aussi des startups françaises, dans Mistral ou autres, dans le domaine de l'IA, qui vous apportent non seulement peut-être plus de sécurité, mais en termes d'application, une pertinence spécifique. Non, pas vraiment. Aujourd'hui, il y a une succession d'outils qui ont des spécificités différentes selon si on est sur la photo avec Midjourney, si on est sur ChatGPT, il y en a plein. Et en réalité, encore une fois, faut voir ce qui s'était passé à l'époque où le smartphone est arrivé. Et tout d'un coup, on a vu des applications qui ont débarqué de tous les côtés. Pareil au moment où l'Internet est arrivé. Pareil au moment des radios libres, si on peut remonter encore plus tard. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle évolution, une nouvelle révolution avec une nouvelle techno, il y a plein d'acteurs qui se lancent sur le marché. Il y aura forcément une rationalisation. Il y a quand même un poids lourd du secteur qui est en train de se lancer, qui est Google, avec le retard qui a fait valser un peu quelques personnes chez Google, mais qui va se lancer et qui est quand même plein de promesses. Donc c'est là où je dis on en est vraiment encore au stade du early adopters sur la thématique IA. On n'a rien vu de tout ce que ça va changer. Et Sébastien, sur les outils que vous utilisez chez EBRA, est-ce que, comme le disait Jean-Nicolas, pour l'instant, vous faites du cherry picking entre les géants américains? Est-ce que vous avez customisé, entre guillemets, des solutions, pourquoi pas avec des startups françaises ou des acteurs français? Alors, de notre côté, oui, je souscris à ce que dit Jean-Nicolas. On est aujourd'hui dans un monde où tous les jours, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, qui proposent de nouvelles solutions. Les projections faites par des experts américains et autres des médias nous montrent que ça bouge énormément partout. Nous, on n'a pas choisi d'outils. On travaille aussi parce qu'on a la chance d'être adossé, d'avoir pour actionnaire le Crédit Mutuel avec sa filiale Euro Information qui développe pas mal de choses, et donc on va travailler avec eux de manière assez pour voir les solutions adaptées aux rédactions. On est vraiment dans un monde qui aujourd'hui, Jean-Nicolas parlait à l'instant de Google. Google aujourd'hui permet avec un notebook LM notamment de transformer du texte en audio, mais pas en simple lecture, en lui donnant le ton d'une émission de radio, en fait. Donc, on voit qu'en fait, on va vers un chantier extrêmement important de solutions en termes d'IA, que le journalisme deviendra un journalisme augmenté, et ça n'empêchera pas d'aller sur le terrain, parce qu'il faudra qu'on continue. Donc, nous, on n'a pas d'outils aujourd'hui, on fait comme tout le monde, on regarde, on teste. Je pense que les grands modèles, on n'a pas besoin de la force de OpenAI, en fait. Là, on l'a, elle est forte, mais les 500 milliards de données qu'il a pris, c'est quelque part surdimensionné par rapport à nos besoins, parfois. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte et qu'on trouve les bonnes solutions. Dans la publicité, Stéphane Delaporte, on peut penser au moins deux sujets autour de l'IA. La façon dont ça permet de mieux cibler, donc d'adresser de manière plus pertinente des profils, et la manière dont potentiellement ça permet de personnaliser les messages en ayant des coûts de production plus réduits.
Et du côté 366, est-ce que vous avez déjà, vous aussi, pris le sujet en main et éventuellement développé, déployé des solutions? Alors, on réfléchit à beaucoup de projections, de réflexions autour de l'IA. Je pense que mes amis, consoeurs et confrères patrons de régie doivent s'attendre à une révolution majeure, absolument majeure, dans le fonctionnement des régies avec l'IA. Il y a 3 items qui vont être impactés par l'arrivée de l'IA, des outils de l'IA et de la facilité que ça peut représenter, comme le disait Jean-Nicolas tout à l'heure, en matière d'analyse, etc. C'est d'une part tout ce qui concerne la partie marketing. Pourquoi? Parce qu'on a des outils aujourd'hui qui vous permettent de rationaliser, de sortir, d'analyser en fait des chiffres, des études, alors que c'était fait à la main. Par exemple, la production de Françaises-Français demain, ou la prochaine édition qui aura lieu dans 2 ans, toute la partie d'analyse, de rationalisation, etc., qui est fait par Édouard et Dominique quasiment à la main demain, probablement sera fait par l'intelligence artificielle, et donc on va avoir un gain de temps absolument phénoménal sur, je ne dis pas que vous ne servez plus, hein, sur le fait que, en tout cas, la préparation de ces analyses sera faite par l'intelligence artificielle. Il y a aussi tout ce qui est production. Pardon Stéphane, je me permets juste un mot d'introduction, parce que je vous fais partager ce que ma place permet d'observer. Donc Stéphane a ouvert la négociation avec le cabinet Georges sur le budget de reconduction de l'étude dans 2 ans, et Dominique Lévy a froncé les sourcils quand même. Pas question de considérer que ça coûte moins cher à produire parce que l'IA fait une partie du boulot. Je ne me permettrai pas... Voilà, je pense que c'est déjà fait, mais que ça va s'accélérer d'une façon assez phénoménale. Si je prends un exemple très concret, chez 366, on a un méga panel de plus de 50 000 internautes sur lequel on teste toutes nos campagnes. Eh bien, tous ces tests aujourd'hui, évidemment, on va avoir un gain de temps sur les analyses écrites, les commentaires, y compris la projection dans des outils de présentation, tout simplement. PowerPoint, tout ça, ça va pouvoir être fait par l'IA. Sur tout ce qui est comme on a Adobe Firefly qui est intégré dans la suite Adobe qui permet d'aller beaucoup plus vite sur la création de visuels de campagne ou même de réflexion de campagne publicitaire. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est toute la partie qui va concerner le marketing, les études, qui vont effectivement être accélérées par l'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est l'intégration dans notre écosystème digital des outils d'IA. Donc ça concerne énormément l'algorithmie sur l'optimisation des campagnes, la programmatique à la volée, les enchères en temps réel. Le sujet, parce que là il y a un sujet, c'est que dans tous ces cas-là, ce sont les intermédiaires qui ont la main. Donc il y a un sujet d'attention pour nous. Les intermédiaires spécialistes, c'est eux qui aujourd'hui maîtrisent ça. Et ce qui nous a poussé, nous, dans notre réflexion chez 366, à envisager l'avenir avec l'intégration d'une plateformisation chez nous, de façon à ce qu'on puisse avoir une plateforme qui permette à nos amis agences médias de se plugger directement par un système d'API et d'avoir accès directement, soit en achat, soit en consultation, à l'intégralité des inventaires disponibles, d'abord digitaux, puis print après, et des solutions d'exploitation des proximités. Donc ça, c'est quelque chose qui est éminemment stratégique pour 366. Et évidemment que les outils de l'IA vont nous aider à le faire, en tous les cas dans la livraison des campagnes. Alors pourquoi est-ce qu'on peut le faire? Il y a 2 raisons, ça a été évoqué précédemment dans la table ronde d'avant, puis je crois que Gauthier a fait allusion. Parce qu'on mixe d'une part la puissance, donc on est très puissant. Aujourd'hui, l'expression de 366 en termes de puissance numérique, c'est 10 millions de visiteurs uniques. C'est la première offre d'information générale produite par du contenu journalistique au quotidien. C'est chez 366 que vous le trouvez. Donc c'est la première des raisons pour laquelle on peut le faire. La deuxième des raisons, c'est qu'on s'exprime au nom d'un écosystème qui est cohérent et qui est constitué, qui est la PQR. Donc sans quoi ça ne marche pas. Avec évidemment toute l'exploitation des datas qui sont possibles à exploiter, les datas de la PQR qui sont d'une très grande qualité. Et enfin, le troisième item sur lequel l'intelligence artificielle va fondamentalement bouleverser et impacter la vie des régies, c'est sur la production des contenus. Ça rejoint un peu l'aspect qui a été évoqué par nos amis journalistes et patrons de titre il y a un instant, mais la production de contenu exploitable en brand content.
Donc aujourd'hui, par exemple, la PQR produit une richesse de contenu absolument phénoménale, notamment en vidéo, mais on a du mal à en faire des verticales ou à en faire des sujets organisés pour qu'on puisse l'exploiter en brand content. Là, l'intelligence artificielle, il y a des outils qui va, que ce soit ChatGPT Pro, Adi Creative de chez AI pour le citer, ou Trint, qui nous permettent de faire ça et de le faire d'une façon beaucoup plus efficiente, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, puisque ça va même jusqu'à réfléchir. Enfin, l'IA peut nous amener à nous pousser de la création de verticales auxquelles nous-mêmes on n'aurait pas pensé, en exploitant toutes les données qui sont disponibles. Donc oui, l'IA, évidemment, on non seulement s'intéresse à ça, mais on travaille d'une façon très concrète. Là, je vous ai cité tout ce que je vous cite, c'est des exemples qui sont en activité aujourd'hui chez 366. Et je pense qu'au-delà de ça, ça va modifier l'architecture, l'organisation et la façon de fonctionner des régies dans les mois et les années qui viennent. Je rajoute un dernier point, pardon. Évidemment, nous, mais parce qu'on le fait nativement, puisque c'est notre fonction avec nos actionnaires qui sont en même temps nos patrons de la PQR, on aura un rôle de préservation de l'éthique, c'est-à-dire de bien être là où il faut et de ne pas laisser l'IA nous déborder nous-mêmes sur de l'exploitation de contenu qui serait de l'exploitation journalistique et qu'on n'a pas vocation à exploiter de cette manière-là. D'accord ? Donc, on fait bien le distinguo entre les verticales éditoriales qui peuvent être exploitées par le brand content sur préconisation de l'IA ou utilisation de l'IA, de ce qui est fait par le travail journalistique qui n'a rien à voir et qui n'a pas à être exploité de cette façon-là. L'impression en vous écoutant, c'est que aujourd'hui le développement d'applications métiers plus spécifiques et ciblées est beaucoup plus important côté marketing, publicité, que côté travail des rédactions, traitement de l'info. Est-ce que c'est une vue, une déformation, un prisme de ma part? Est-ce que ça correspond aussi peut-être à ce que vous rencontrez, Sébastien et Jean-Nicolas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés dans l'IA qui viennent vous faire des propositions, alors adaptées ou pas adaptées, mais pour... Sébastien, vous citiez le speech-to-text ou le text-to-speech d'ailleurs en l'occurrence, et le fait d'avoir des voix qui ne soient pas robotisées mais qui fassent vivre les textes. Dans l'audiovisuel, il y a de la production de bandes-annonces automatisées, du doublage automatisé, etc. Dans la presse, est-ce que vous avez là encore des entreprises qui viennent vous travailler avec vous à partir de vos besoins et de votre spécificité ? En fait, il y en a des centaines, mais en fait, c'est juste un monde qui a changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'histoire du système d'information qui a réponse à tout, qu'on va venir installer en dur chez nous. Ça, c'est fini. Maintenant, mais c'est fini dans tous vos métiers, j'imagine aussi. C'est-à-dire que maintenant, il y a des centaines d'outils qui se présentent les uns aux autres, qui agissent en sous-couche, qui fonctionnent les uns avec les autres. Et au final, nous, notre enjeu, c'est surtout d'être agile. Parce qu'à l'intérieur de tout ça, il faut qu'on s'adapte. Il y a une nouvelle révolution tous les jours sur ce secteur-là. Et quelque part, c'est ça qui est super cool. Parce que du coup, on évolue, on prend des outils, on en teste, on en change. Certains outils apportent des évolutions, d'autres non. On est aussi dans une période de notre histoire où l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi développé. Donc, on a beaucoup de richesses par rapport à ça. Et donc voilà. Donc, en fait, on n'est pas dans l'outil système d'information qu'on va installer en dur comme on pouvait avoir avec nos systèmes éditoriaux ou nos systèmes publicitaires. Maintenant, effectivement, il y a plein d'outils qui se répondent, qui fonctionnent ensemble ou pas. Et c'est ça qui est cool. Même impression, Sébastien ? Oui, tout à fait. On a plein de sollicitations. Maintenant, ça va être, comme le disait Jean-Nicolas, une espèce de millefeuille. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être la maîtrise du prompt, mais la maîtrise du prompt qui va répondre, qui va en déclencher un autre pour aboutir à un résultat. Mais avec toujours cette démarche initiale de qu'est-ce que le journaliste veut faire et en quoi ça peut lui rendre service pour produire une information fiable, de qualité, utile, qui répond aussi aux enjeux présentés lors de la présentation de début de séance de travail d'aujourd'hui du colloque. C'est clairement comment je veux aujourd'hui faire un sujet. On parlait de l'expérimentation du GIEC, puisqu'on est avec l'Alliance, on est sur un
projet qui s'appelle Spinoza autour de ça. Mais c'est comment ça va me permettre d'ouvrir des portes, d'identifier des biais, mais des biais qui peuvent nourrir l'information et qui peuvent nous permettre d'aller chercher et de développer de l'actualité et de répondre à des objectifs. Et ça, on parlait tout à l'heure de l'immobilier, si on veut savoir ce qui se passe ici, on va aller chercher, mais une fois qu'on a l'info, l'info de basique, on a fait la mine en fait. Après, il faut la raffiner, il faut la travailler, il faut aller chercher des experts, il faut peut-être une analyse. Il n'y a pas que l'info brute qui nous concerne et qui nous intéresse. Mais Jean-Nicolas parlait des dizaines, des centaines peut-être d'entreprises qui se montent, beaucoup doivent disparaître peut-être sans doute aussi, qui poussent des solutions. C'est compliqué quand on est de l'autre côté, du côté du client, du coup, d'avoir l'information, de savoir les tracer, de savoir juger de la qualité de leur tech et de leur pérennité. Et il me semble, là encore, je confronte cette impression à la vôtre, qu'on est vraiment sorti de l'époque French Tech, où il y avait une très forte valorisation des entreprises innovantes françaises, etc., et qu'aujourd'hui, sur l'IA, on est un peu dans chacun fait sa tambouille dans son coin, sans qu'il y ait ne serait-ce qu'un échange d'informations qui soit organisé au niveau du secteur. Je me trompe ? C'est-à-dire qu'à l'époque French Tech, c'est l'époque où l'argent coulait à flot, en fait. Et fondamentalement, c'est ça qui a changé. C'est qu'aujourd'hui, les banques ont un peu refermé les robinets, donc évidemment, c'est plus compliqué. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation dans le secteur. C'est sûr que faire le ménage dans tout ça, c'est complexe. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup ensemble au niveau de la presse. On a des directions techniques qui, depuis l'an 2000, travaillent sur les thématiques du digital, donc qui sont vraiment aguerris, qui sont des experts, qui savent faire le tri entre les innovations de pacotille et vraiment les évolutions qui vont nous permettre ensuite de progresser. Mais encore une fois, il faut pas perdre cet esprit de dire tiens, on teste, on regarde ce qui se passe et faire le tri dans tout ça. Après, oui, il y a quand même, moi je trouve que ça reste quand même très dense et très dynamique. Mais effectivement, par rapport à cette époque-là, la grosse différence, c'est qu'il y a moins d'argent. Stéphane ? Moi, je voudrais faire le lien par rapport à ta question, ce qui a été évoqué tout à l'heure par Gauthier sur les états généraux de l'information. En fait, la seule société française qui est devenu un référent dans l'IA, c'est Mistral. On est d'accord ? Le reste, c'est quand même des internationaux. Voilà. Aujourd'hui, la quasi-totalité des outils d'IA, en tout cas sur la partie qui intéresse les régies, c'est des internationaux. Moi, je me suis amusé, donc j'ai préparé cette conférence avec les questions que tu m'as posées, puis après, j'ai été interrogé Copilot. Et la question que j'ai posée, c'est colloque sur l'intelligence artificielle dans les régies publicitaires. Et qu'est-ce qui me sort ? Je ne vous lis pas, je vous lis juste les rubriques parce que c'est intéressant. Les défis de l'IA dans la publicité, confidentialité des données, éthique et transparence, perspectives d'avenir, publicité programmatique, automatisation créative, interaction avec les consommateurs. En fait, c'est exactement... Donc, pour vous dire la puissance quand même de l'outil, c'est exactement les sujets qui nous intéressent, nous. Nous, on le traite un peu différemment par rubrique, mais on voit bien qu'aujourd'hui, Copilot, c'est gratuit, c'est avec la suite Microsoft. Vous posez une question, il faut bien la poser, et vous avez automatiquement la réponse. Donc je ne sais pas si la French Tech et tout ce qui était tech française aujourd'hui est en position de se battre contre ça. Ce que je constate, c'est qu'il y a Mistral et c'est tout, en fait. Il y a Mistral qu'on connaît, en quelque sorte Tier 1. Il y a sans doute beaucoup d'entreprises plus petites. C'était un peu à elle que je pensais quand je parlais de la French Tech, du boulot aussi de promotion et d'exposition qui avait été fait par la French Tech, dont il me semble, et encore une fois très humblement avec la possibilité de me tromper, qu'il est plus limité aujourd'hui. Peut-être puisqu'on arrive au terme de cet échange et qu'on est tout près du mois de décembre. Donc, si vous aviez la lettre au Père Noël de l'IA à rédiger, le service, l'application idéale de l'IA que vous aimeriez voir dans vos chaussons sous le sapin le 24 ou 25 décembre, en fonction de si vous donnez les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin. Je fais traîner un peu la question parce que c'est une manière de laisser la possibilité aux trois intervenants de réfléchir à... Bon, ça ne sera pas retenu contre vous dans tous les cas. Vous aurez le droit dans un an d'avoir changé d'idée et personne ne vous en voudra. Jean-Nicolas.
Je comprends mieux pourquoi vous m'avez appelé Jean-Noël tout à l'heure. J'ai compris le mindset, bravo. Celle qui nous permet de prédire l'avenir. Ça serait intéressant. On parlait tout à l'heure de ces applications. Quand je dis prédire l'avenir, évidemment, je suis pas dans l'utopie, mais je dis aujourd'hui, il y a quand même énormément de stats qui sont sur la table, de data, qu'on n'utilise que très peu en fait dans nos métiers. On parlait tout à l'heure d'un match de foot. On est dans les pronostics, on est dans toutes ces choses-là. Mais en réalité, bien souvent, la stat a raison dans ces histoires-là. Dans quel pourcentage de fois elle se trompe? Et donc en fait, tous ces outils qui vont nous permettre de mieux travailler, de mieux prédire quelque part ce qui va se passer dans les élections, on voit les erreurs qu'il peut y avoir sur les instituts de sondage. On sort d'une élection américaine quand même qui a été là-dessus, une fois de plus, très truculente. On sort d'élections législatives qui, là-dessus, encore une fois, ont été très intéressantes. Peut-être qu'une meilleure utilisation de la statistique, une meilleure utilisation du crawling, de ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, de tout ce qui se dit, peut nous permettre de encore mieux anticiper le cours des choses. Et moi, si je devais avoir un souhait, et comme ça j'ai réfléchi en 3 secondes, mais je vais moins vite qu'un ordinateur, mais je me dirais, tiens, ça m'intéresserait quand même, parce que ne serait-ce que pour le challenger. Voilà. Alors, je vais juste rebondir à la place de Dominique Lévy et d'Édouard Leclerc, que je vois quand même se bouger dans leur fauteuil depuis tout à l'heure. Il y avait une slide très intéressante tout à l'heure, il n'y en avait pas qu'une, mais sur l'inflation. Je ne sais plus quel institut, outil de mesure qui chiffrait de mémoire à moins 0,1. L'INSEE qui disait 2,4, et puis le 13%, c'était quand on demande aux gens quelle est l'inflation. Ce que je veux dire simplement, c'est que les datas, à un moment, la machine, si elle compile ces 3 datas, aura peut-être du mal, d'où le côté absolument irremplaçable d'avoir de grands esprits pour la faire parler. Sébastien, sur la lettre au Père Noël. La lettre au Père Noël serait sans doute qu'on ait une IA qui va nous permettre d'assurer l'avenir économique de nos entreprises pour financer du journalisme de qualité et donc une identification et une mise en avant aujourd'hui de ce journalisme qui est fait par toutes les rédactions de France et de Navarre, parce que ça coûte de l'argent de faire de l'info. Et l'IA ne résoudra pas tout. Il faudra toujours qu'il y ait des humains à l'origine, que l'information elle soit validée, elle soit collectée par un humain. Et donc si on a potentiellement demain cette capacité à ce que ça mette en avant sur les algorithmes, sur les moteurs de recherche, sur les recommandations de contenu, etc., globalement dans la consommation du citoyen, d'être exposé davantage à du contenu de qualité et journalistique, on aura pour la société, et pour revenir au début du colloque sur la confiance et sur le lien auquel EBRA est forcément très attaché, on fera des progrès. Voilà. C'est très malin de dire que c'est un vœu sur l'IA, parce qu'en fait, ça c'est juste une manière pour Google et les autres de régler leurs algorithmes, et donc peut-être pour les politiques de demander à ce qu'il y ait cette mise en avant des contenus d'information. En gros, ça pourrait être fait demain sans attendre beaucoup plus d'innovation. Il faut qu'un vœu de Noël soit quand même un peu réalisable, parce qu'on aimerait bien les retrouver sous le sapin. C'est ça. Alors moi, ça va être un peu plus vulgaire, pardon. Une régie, c'est fait pour faire gagner de l'argent à ses éditeurs. Donc, non, qu'on ait un outil qui nous permette de comprendre encore mieux quelles sont les attentes de nos annonceurs sur un sujet particulier, de façon à leur apporter la meilleure solution possible d'exploitation des proximités de la PQR et autres. Voilà, de façon à maximiser notre professionnalisation dans la réponse, de façon à devenir des partenaires, ce que nous sommes, je pense, mais encore plus demain, non pas indispensables, parce que personne n'est jamais indispensable, mais en tous les cas, des vrais partenaires de construction, de développement de business pour nos annonceurs. Voilà. Merci à tous les 3.